La bourse ou l'immobilier, lequel est le meilleur? Le débat se poursuit dans la deuxième partie. Alors, on poursuit notre fameuse démarche qui est vraiment, pour moi, à la fois très divertissante et très instructive. Donc, oui, je l'avoue, j'ai beaucoup de plaisir, j'adore ça, faire ça, et je ne perds pas plus de temps pour se donner une chance de poursuivre le débat. On retourne dans l'action directement avec mes deux charmants amis et invités. Dans les deux cas, messieurs, c'est quoi le plus gros risque, selon vous, dans les deux cas, qui s'applique aux deux? Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on peut... Moi, je vais y aller. À la bourse, moi, je dirais c'est les penny stocks. C'est très payant. Ça peut être très payant, mais c'est ultra risqué. Puis généralement, pas tout le temps, là, mais généralement, c'est des flops. Donc, c'est quoi, Yvan, le penny stock de l'immobilier? De l'immobilier. Je dirais que ce serait les flips. Autant que c'est puissant pour faire de l'argent rapidement, autant qu'on peut se planter si on était trop optimiste dans notre analyse. En fait, c'est souvent ça le problème. Il y a plus de flops que de flips qui vont se faire parce que les gens ils pensent que ça va se vendre en 2 mois, quand ça va en prendre 1 an, puis ils pensent que ça va se vendre au plein prix, quand que des fois, il faut vendre un petit peu en bas du marché pour récupérer notre cash rapidement. Ils pensent que ça va coûter 50 000 de travaux, ça en coûte 75. Ils pensent qu'ils vont vendre par eux-mêmes, puis ça prend un courtier immobilier. Bref, ils sont trop optimistes dans leur analyse, puis ils vont flopper. C'est souvent dans les flips que le risque est grand, parce qu'un immeuble à revenu, à la limite, vous le payez 200 000 trop cher, vous le gardez à long terme dans 25 ans. Le temps va faire son effet, la prise de valeur va être là au bout de 25 ans, puis le 200 000 qu'on a payé de trop, il va être très, très minime par rapport à la valeur d'un immeuble dans 25 ans. Donc, à long terme, tant qu'à moi, il n'y a pas de risque, mais à court terme, en mode flip, on peut se planter. Fait que c'est les flips, puis par l'expérience, puis qu'est-ce que tu vois sur le terrain, là, je m'excuse de ma question un petit peu noob. Le monde flippe-tu, je crois, là, je crois savoir la réponse, mais le monde flippe-tu plus des maisons ou des immeubles, des logements, des plex, là? On va souvent flipper des petites maisons aussi, comme on voit dans mon livre, là. Donc, OK. Des petites maisons, des petites unités, maisons, condos, chalets, duplex, triplex. Donc, les flips vont se faire dans les petits immeubles. Puis dans les gros, c'est sûr que si on optimise notre immeuble, on lui donne de la valeur, on serait un petit peu nono de le vendre. On a fait la job, puis il est plus cher. Avec, on est mieux de le garder à long terme, puis de s'enrichir. Fait qu'un 4plex, c'est moins, là, de maison, condo, 4plex, ça peut se flipper relativement, je veux pas dire facile, là, mais bref, le monde, on va dire, il joue, parce qu'avec les penny stocks, on joue. Donc, avec les flips, le monde joue avec des maisons, des condos puis des petits plex. Exact, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Hein? Quand on fait des flips, on veut avoir une porte de sortie rapide. Fait que on veut l'acheteurs de maison, c'est là qu'on a le plus de chances de vendre. OK. Puis, ton livre, tu dois en parler, mais sinon, le flip de maison, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, je fais pas ça puis je veux pas le faire, mais le sujet, ça m'intrigue, je pose tout le temps plein de questions. C'est quoi le genre, pas le genre de maison, mais y a-t-il un range de prix que les maisons qui sont plus flippables, j'invente un mot, flippable, tu sais, c'est des maisons de 200 000, 150, 300, 1 million, on flippe tout ça, c'est mieux de 200, 250? Dans les temps qui courent, c'est encore plus vrai. Je recommanderais de rester dans le bas de la pyramide où il y a le plus d'acheteurs potentiels. Si on flippe des maisons à 1 million, il y a peu d'acheteurs. C'est beaucoup plus risqué à supporter durant le projet. Fait que souvent, on va rester dans le bas de la pyramide parce que là, les taux d'intérêt ont augmenté et les gens ont moins de prêts. Donc, ils vont vouloir une maison, mais au lieu d'avoir une maison à 500 000, ils vont dire, je vais aller d'une maison à 400 000. Ceux qui ont une maison à 400 000 et sont plus capables de se le payer, ils vont dire une maison à 300 000. Donc, si on reste dans le bas, tant qu'à moi, on a plus de chances de s'en sortir. Dans les deux cas, parce que vous avez été très spécifique dans la réponse, mais moi, j'avais quelque chose en tête, c'est-à-dire le plus grand risque dans les deux mondes qui s'applique aux deux, c'est soi-même. Parce que, tu sais, dans le sens que si tu calcules pas bien tes affaires, si tu n'as l'appât du gain, si tu essaies de faire une passe, mais que, tu sais, tu es allé au-delà de tes règles que tu t'es établi, c'est nous le plus important risque. Fait qu'une bonne gestion du risque, ça reste de travailler sur soi puis de... faire nos devoirs. Faire nos devoirs. Exact. Puis il y a une émotion de côté aussi. Parce que souvent, dans l'émotion, on se laisse emporter, puis c'est là qu'on va faire des erreurs. Donc, d'avoir une sagesse émotionnelle, je pense que dans les deux cas, ça va être bon. Exact.
Mais Parole bon, de hey, sagesse, on n'est pas là pour plugger personne, là, mais j'ai bien aimé quand tu as montré ton livre, un livre sur les flips. Moi, ça m'intéresse. Ça fait-tu longtemps que tu as écrit ça, ce livre-là? C'est un best-seller. Ça, j'étais à 21 000 copies vendues. Un best-seller au Québec, c'est 3 000 copies. Wow! Je suis rendu à 21 000. Mais ça a-tu été écrit récemment? Je l'ai écrit en 2013, mais il était réédité, actualisé, je vous dis ça à l'instant, en 5 secondes. Au goût du jour. Ben oui, c'est sûr, parce que la fiscalité change et tout. De mémoire, c'est 2019. Donc, il était écrit en 2019. OK. Intéressant. Fait que, bref, parce que flippage, tu sais, on a beaucoup d'amis, là, puis des amis communs, puis moi, j'ai flip. On dirait que on dirait que j'entends du monde comme les penny stocks, c'est facile, t'achètes, puis ça va monter, mais... Non, ça n'est pas facile. C'est rarement facile, l'immobilier. C'est ça, mais ça n'est pas facile. OK. C'est bien dit. On continue. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de... Ça s'en venait, mais on va aller vers les mythes tout de suite, parce que là, vous en avez mentionné un peu. Les mythes, mettons, à la bourse, là, qui sont répandus, qu'on entend. Là. À la bourse? Ouais. Oui. La bourse, il y a plusieurs mythes, là, mais le mythe le plus répandu, je crois que c'est que... un des mythes, c'est que la bourse, excusez, là, ça ne vaut pas de la pipe. Ça investit pas en bourse, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Moi, je dirais que c'est le contraire. Un peu comme acheter des logements à long terme. La bourse à long terme, c'est prouvé là, que ça fonctionne là, si on investit pour le long terme. Un autre mythe, la bourse, c'est que, on va parler plus pour le trader actif, la bourse, c'est facile. Autant qu'il y en a qui vont dire un mythe que la bourse, ça ne vaut pas de la chenoute, puis de l'autre bord, on entend souvent la bourse, c'est facile. Je n'achète pas, je vais en haut, puis je vais être riche. Non, c'est pas comme ça fonctionne la bourse. Un peu comme le flippage. Il faut faire nos devoirs. Un autre mythe de la J'en bourse. ai un, François, si tu me permets, c'est ton courtier va chasser tes stops. On met un stop quand on est à la bourse, puis il y a des gens qui croient que le courtier fait exprès de te sortir. On l'entend souvent, ça. C'est ça. Je sais pas, dans le temps du parquet, ça se faisait à la criée, puis je me souviens, là, les courtiers avaient les stops des clients sur papier là, dans leur poche, fait qu'ils savaient ils étaient où les stops. Puis tu sais, des fois, le courtier sur le plancher, il pouvait faire de la manipulation pour essayer, mais là, un courtier, maintenant... Il est régulé au Canada, c'est différent que si tu le prends au Bangladesh, là. Il y a ça aussi, là. Oui, c'est ça, tu sais, des gros courtiers, l'exemple, les grosses banques, BMO, tout ça, Interactive Broker, ils vont-tu perdre leur licence? Pour ça, on est tellement petits, de toute façon, que... Oui, pour eux autres. C'est ça. Puis des mythes... T'en as-tu un, toi? Il y en a plein, là, mais vite. C'était ceux-là. C'était juste pour, dans le fond, continuer le divertissement. Puis là, on va bifurquer vers l'immobilier. Oui. Dans l'immobilier, je pense qu'il y en a plus. L'immobilier, il y en a quand même plusieurs. On entend souvent que les locataires, c'est un paquet de troubles et tout ça. Oui. Alors, toi, tu l'évoquais un petit peu, mais il faut garder en tête que 90% c'est des bons locataires. 5% vont payer en retard, sont problématiques, puis 5% ne payeront pas. Fait que, tu sais, on voit souvent dans les médias, c'est sensationnaliste. Ils nous montrent... Ça vend le drame, ça vend. Oui, fait qu'ils nous montrent qu'il y a des propriétaires qui ont eu des problèmes avec des locataires, mais c'est basé, dans le fond, c'est comme les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est basé, le système est basé sur le fait que les gens payent bien. Si tout le monde payait mal, les cartes de crédit ne fonctionneraient pas. Donc, ils savent, les émetteurs de cartes de crédit, qu'ils vont avoir des mauvais payeurs, mais le système fonctionne pareil parce que c'est une minorité qui ne paye pas. En immobilier, c'est la même chose. La plupart des locataires, c'est des bons locataires, mais on n'entendra pas parler. On ne verra pas aux nouvelles. Ah, cet immeuble-là va bien, les locataires ne sont pas problématiques, c'est pas attirant. Donc, ça, c'est un mythe qu'il faut garder en tête. Ensuite, on va se faire réveiller la nuit. On a parlé un petit peu tantôt. C'est très rare que ça arrive, surtout si on se bâtit une équipe de rêve, puis on se met un tampon entre nous et les locataires. OK? Donc, ça, c'est très rare que les locataires vont vous déranger, surtout si on a fait une bonne sélection de locataires. Il faut être manuel pour réussir. Moi, dans les 250 logements que j'ai eus en carrière, j'ai fait des rénovations 3-4 fois, dont une fois avec Patrick dans un premier immeuble qu'on avait acheté il y a 25 ans. On avait fait des travaux ensemble, mais c'est rare que moi, je vais faire des travaux. Mais ça dépend du style d'investisseur que vous êtes. Il y en a qui veulent mettre
la main à la pâte, puis ils veulent sauver sur le cash flow, ben moi, je préfère déléguer à quelqu'un. Oui, ça va me coûter de l'argent, mais je vais prendre ce temps-là pour faire d'autres choses de plus payantes que de faire les travaux. Donc, on n'est pas obligé d'être manuel en immobilier pour réussir. Donc, mon chum Tom, là, Tom, si tu es à l'écoute, c'est de l'espoir pour toi, ça c'est bon. Mon chum Tom qui n'est pas capable de clouer un clou, ça veut dire qu'il peut investir en bourse. Pas investir en bourse, mais en immobilier. Puis en bourse, mais immobilier, puis il délègue, puis ça coûte un pourcentage, c'est tout, là. Exact. C'est ça. Puis moi, j'ai un commentaire sur Yves parce qu'il a parlé qu'on a fait des travaux, ça fait quand même 25 ans, puis il n'était même pas nécessaire les travaux qu'on a fait. Avec le recul, ça n'aurait rien changé pantoute. Fait qu'on a eu du plaisir à le faire, malheureusement, à cette époque-là. Ben, on aime ça, du monde qui sont quand même soucieux. Même si ce n'était pas nécessaire, non. Vous étiez soucieux du détail. J'en ai un mythe aussi pour Yves. Les propriétaires immobiliers sont tous méchants. Là. C'est des requins. Oui, c'est vrai, ça aussi. Encore là, ça rejoint ce que je disais tantôt. Ils vont nous montrer dans les médias ce qui fait du sensation. Mais je n'ai pas la stat, mais je vous dirais que c'est le même principe. Ça doit être 90%, c'est des bons propriétaires, puis 10%, peut-être 5%, sont avaricieux, puis sont requins, puis ils ne prennent pas soin de leur immeuble. Mais la plupart des investisseurs, ils veulent prendre soin de leur immeuble et de leurs locataires parce qu'ils veulent donner de la valeur à l'immeuble. Plus qu'on prend soin de nos locataires, plus qu'on peut les augmenter, puis plus qu'on donne de la valeur à l'immeuble. Donc, ça, c'est un autre mythe. Mais au club, ce qui est le fun, c'est qu'on a un segment dans le coaching où on parle justement d'éthique en immobilier. Oui. Donc, comment bien se comporter avec nos locataires, avec nos banquiers, nos associés pour avoir une belle réputation, parce que si notre réputation, elle est... on peut la scraper assez rapidement. Donc, effectivement, c'est un bon point, Pat. Des propriétaires, c'est un bon propriétaire. Si on veut faire une analogie avec la philosophie de vie, aussi la loi de Pareto, le fameux 80-20, le 20 tu sais, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Il y a un 20 que c'est de la cochonnerie, c'est pas bon, puis il ne faut juste pas laisser le 20 contaminer le 80 puis généralement, le 80 là, il compense pour le 20 Tu sais, tantôt, tu parlais des cartes de crédit. Effectivement, les cartes de crédit, ils savent qu'il y a un pourcentage de personnes qui ne vont pas payer. Ils savent, puis s'ils baseraient leur business là-dessus. La même affaire de l'immobilier. Si on pense que tous les locataires, c'est des bougons, on ne va pas investir. Fait, c'est un peu comme à la bourse. Sur 10 transactions, il y en a 3 qui ne vont pas payer. Là. La même affaire, toi aussi, avec tes blocs. Là, sur les 250 que tu as eu, tu as sûrement eu des mauvaises expériences, mais la loi de Pareto, ton 80 là, a payé bien plus, puis amplement le 20 qui n'était pas bon payeur ou le trouble que ça peut donner. Là. C'est ça. Une bonne personne, qu'elle soit en immobilier ou en autre chose, c'est une bonne personne. Oui. Une mauvaise personne, mais peu importe ce qu'elle va faire, peut être en affaires puis se faire avoir par un associé aussi. Donc, c'est des êtres humains. Ben, on continue, mais ça débat pas fort là, à date. Non. On s'enligne tout, on se comprend tout. On c'est pas mal tout connexe. Oui. J'attends tout le fun. J'attends tout le temps la petite feuille, mais j'en trouve pas à date. Bon, on va parler de volatilité d'abord. Peut-être qu'on va donner de la viande, ça. Qu'est-ce qui est mieux, là? Est-ce que c'est mieux que ça soit volatile ou pas volatile? Est-ce que l'immobilier est très volatile, l'hiver, comme les prix, les loyers? C'est très peu volatile, c'est très, très stable. Il y a une étude sur les 200 dernières années, je la retrouve, mais qui a été faite que l'immobilier prend 3 % de plus que l'inflation. Donc, l'immobilier combat l'inflation de 3 %. Une prise de valeur dans le temps. Oui, il y a des cycles, comme là actuellement, les hausses des taux d'intérêt peuvent faire diminuer les valeurs d'immeubles, mais c'est cyclique, sauf qu'il y a une tangente à la hausse. Puis si on regarde nos immeubles à long terme, on va être correct. Qu'est-ce qui arrive si le marché il crash? Qu'est-ce qu'on fait avec nos immeubles? On les vend, puis on subit une perte ou on attend que passer à travers le cycle? Évidemment, ça dépend de l'âge qu'on a. Là. Si on a 75, puis là, ça crash, c'est peut-être nos héritiers qui vont bénéficier. Mais bref, c'est pas le temps de vendre quand ça baisse. C'est un peu comme à la bourse. Si ça baisse à la bourse, si vous vendez, vous faites une perte, si vous attendez que ça remonte, je ne sais pas si ça va remonter. La bourse, ça peut être plus yo-yo. Là. Mais en immobilier, on sait que si on attend, ça va remonter. Là. Donc, c'est plus lent. Ça réagit plus lentement au taux d'intérêt aussi quand c'est plus long avant de voir une différence. Là. Les cycles sont plus doux. Là. Ça peut baisser plus tranquillement, ça remonte plus tranquillement, mais à long terme, on est gagné. À la bourse. À la bourse. À la bourse, c'est bien mieux. C'est sûr que c'est mieux. La volatilité. Moi, je peux t'avoir des produits, là, zéro volatile, placement garanti. C'est pas magnifique?
Le seul problème, par exemple, on ne battra pas l'inflation, mais c'est des placements garantis. Présentement, là, aujourd'hui, on peut avoir des CPG entre 5 et 6 annuels. OK, on ne bat pas l'inflation, mais c'est zéro risque, pas de volatilité. On fait 6 par année. Mais c'est ça. Tantôt, Yvan parlait des rendements à 20-30 C'est un peu plus qu'on prend de risques, plus que ça va être payant, plus de volatilité. Mais sinon, outre les fameux CPG, volatilité, la bourse peut avoir des produits très, très volatiles, là, les penny stocks. Sinon, il y a des produits quand même beaucoup moins volatiles. Là, si on prend des fonds négociés en bourse ou des fois des indices, il vend, ça y brûle le doigt de jaser. Mais non, c'est mon tour, c'est moi qui parle. Donc, c'est ça, volatilité. Il y a des produits, là, généralement, quand on prend des produits d'obligations, c'est beaucoup, en général, là, pas tout le temps, c'est beaucoup moins volatile, mais on coule pas, c'est peut-être moins payant que l'immobilier à long terme. Pour ces produits-là, mais pour un day trader, la volatilité, c'est notre ami. La volatilité, c'est notre ami. Oui, c'est à long terme. À long terme, pour le day trader, volatilité, c'est parfait. Que ce soit le Forex, les commodités, le pétrole, l'or, c'est parfait pour nous. Je te dirais même que c'est mieux parce que l'immobilier, je pense que c'est volatile, mais je pense pas qu'on peut avoir des swings. Enfin, la bourse marque un point. Je pensais pas qu'on peut avoir. Je pense pas qu'on peut avoir autant de volatilité dans l'immobilier que les marchés boursiers sur certains produits. Là. Parce que pour le day trader, il faut que ça bouge si on veut faire de l'argent. Si ça bouge pas, ça va être long longtemps. Donc là, on va aller jouer dans le temps, par exemple. Tantôt, on parlait du temps. Là, le temps va être accaparant. Hey, c'est pas ma tasse de thé, là, mais quand on parle de Bitcoin là, qui monte 5-10 en une semaine, toi, Yvan, tes immobiliers, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ça, du 10 en une semaine, ça? Faut toujours regarder le dollar absolu. Toujours regarder le dollar absolu, parce que si j'ai 2 millions d'actifs qui prennent seulement 3 par année, je fais quand même 60 000 de plus-value avec mon immeuble. Mais oui, mais Yvan, arrête. C'est moi, si... Je n'ai pas fini. OK. Puis, on a l'avantage de capitaliser en immobilier, ce qu'on n'a pas nécessairement à la bourse. Donc, on est financé, puis notre prêt diminue, puis nos clients, dont le locataire, payent notre dette. Donc, on va aller prendre un autre 3 de capitalisation en moyenne, dépendamment des taux d'intérêt. Fait que là, j'ai un autre 3 sur mon 2 millions. Fait que j'ai un autre 60 000 d'enrichissement. Je suis rendu à 120 000. Fait que j'ai peut-être pas un gros pourcentage, 3 mais en dollars absolus, c'est beaucoup plus que 30 de 10 000. Un super épisode, les amis. On a vu que là, les débatteurs se prenaient un petit peu plus au sérieux. Ils se sont impliqués un petit peu plus émotivement. Mais encore là, des super bons échanges. On doit vous laisser pour cette semaine pour garder les épisodes d'une durée raisonnable, comme on vous l'a mentionné par le passé. Alors, avant de quitter, abonnez-vous. Partagez la bonne nouvelle avec vos amis. Si ça peut les aider, ça va toujours être bénéfique, en tout cas pour des gens. Moi, ça l'est, comme je le dis souvent, ça l'est très bénéfique dans ma vie de participer à ce projet-là. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier segment de ce fameux débat sur la bourse et l'immobilier. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et bon trading!